La Tunisie organise dimanche prochain sa première élection présidentielle pluraliste. Après le succès des dernières législatives, elle espère franchir sans difficulté cette étape cruciale vers la démocratie. 24 volontaires formés pour prêter main forte à la Guinée contre l'épidémie à virus Ebola décolleront mardi prochain pour Macenta, une zone située dans le sud de la Guinée. En Côte d'Ivoire, les négociations se sont poursuivies entre le gouvernement et les soldats mutins ce jeudi en vue de l'obtention de meilleurs soldes aux militaires. Des avancées ont été notées dans les discussions. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Je l'annonçais en titre, la Tunisie organise dimanche prochain sa première élection présidentielle pluraliste. Après le succès qu'avait connu l'organisation des dernières législatives, elle espère franchir sans handicap cette nouvelle étape de la transition vers la démocratie. Reportage. Les Tunisiens pourront enfin pour la première fois voter librement pour élire leur chef d'État. Depuis son indépendance en 1956 jusqu'à la Révolution, le pays n'a en effet connu que deux présidents, Habib Bourguiba, le père de l'indépendance, déposé en 1987 par un coup d'État de son premier ministre Ben Ali, et ce dernier qui occupa le palais de Carthage jusqu'à sa fuite en Arabie Saoudite en 2011. 27 candidats sont en lice pour le scrutin de ce dimanche, un scrutin pour lequel l'ex-premier ministre Beyi Caïb Essebsi, âgé de 87 ans et dont le parti anti-islamiste Nida Tounes a remporté les législatives du 26 octobre, est le grand favori. Parmi les autres candidats figurent le président sortant Monsef Marzouki, le richissime homme d'affaires Slim Riahi, ainsi qu'une magistrate Kaltoum Kanou, seule femme candidate. Si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue dès le premier tour, un second tour est prévu pour fin décembre. Je suis en train de suivre les nouvelles et je remarque qu'il y a une sorte de bipolarisation entre Essebsi et Marzouki. C'est ce que reflètent les médias. Je trouve qu'Essebsi représente l'ancien régime et que Marzouki représente la révolution et les acquis de la révolution. J'espère que les élections seront exemptes de vices. On a besoin d'une personne qui travaille pour le pays. On ne veut pas retourner dans le passé. Favori du scrutin, malgré son âge avancé, Caïd Essebsi a axé sa campagne sur le prestige de l'État. Un discours qui a trouvé de l'écho auprès de nombreux Tunisiens se disant exaspérés de l'instabilité qui a suivi le soulèvement populaire de décembre 2010. Si ses partisans le considèrent comme le seul à pouvoir faire barrage aux islamistes, ses opposants l'accusent, eux, de chercher à reproduire l'ancien régime. Caïd Essebsi a en effet servi aussi bien sous Bourguiba que sous Ben Ali. Une brève dans cette édition. Au Nigeria, l'état d'urgence imposé dans le nord-est du pays pour lutter contre les islamistes de Boko Haram a pris fin ce jeudi. Les députés nigérians ont rejeté la proposition du gouvernement de prolonger ces mesures spéciales. En effet, le président Goodluck Jonathan avait demandé mardi dernier au Parlement de prolonger l'état d'urgence en vigueur depuis 18 mois dans les États de Borno, de Yobe et d'Adamawa, les trois États les plus touchés par l'insurrection islamiste. Mais selon les députés et sénateurs de l'opposition, ces mesures spéciales sont un échec puisque Boko Haram a poursuivi ses tueries quasi quotidiennes dans cette région du pays et a même pris le contrôle d'une vingtaine de localités. Il faut dire que cette décision des députés est intervenue après un sérieux incident dans le hall du Parlement. Il faut dire que dans la matinée, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes à l'arrivée du président de la Chambre des représentants, un ancien allié du pouvoir récemment passé dans l'opposition. En Côte d'Ivoire, les pourparlers se sont poursuivis ce jeudi entre le gouvernement et les soldats mutins qui réclament de l'avancement et de meilleurs soldes. Hier, les négociations avaient déjà connu des avancées notables selon les deux parties. Reportage. Les militaires dans les rues, comme ce fut le cas en début de semaine, la scène, les Ivoiriens peuvent se dire bien derrière eux. 3 heures d'intenses discussions avec les délégués des militaires sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et déjà une évolution notable au sujet des indemnités de logement et des questions d'avancement. Le porte-parole des militaires, le caporal Inza Diabaté, se réjouit de la célérité observée dans le traitement des revendications, tout en souhaitant leur pleine satisfaction. Dans le rang de la population, on se dit avoir évité le pire
de justesse. On a eu un peu peur, hein. Ça nous fait rappeler un peu ce qui s'est passé déjà en 2011. Donc il y avait un peu de panique. On aurait pu éviter cela. Ça veut dire que accepter leurs revendications et régler ça dans les casernes pour ne pas qu'ils soient pour effrayer encore la population. Passer le moment de frayeur, que ce soit à Abidjan, à Bouaké ou à Korogo, toutes des villes, théâtre du mouvement de révolte, la vie a repris son cours normal. Mais même si le calme est revenu, la vague de protestations survenue à moins d'un an du scrutin présidentiel inquiète plus d'un. La Croix-Rouge de la France forme des volontaires qui vont à leur tour prêter main forte à la Guinée contre l'épidémie à virus Ebola. Alors que ces agents vont prendre le départ la semaine prochaine, ils s'adonnent à des exercices pratiques, des entraînements qui les préparent à leur réalité sur le terrain. C'est qu'il faudra mettre de l'antifog avant. Ils sont au nombre de 24, les volontaires en formation qui décolleront mardi pour Macenta, dans le sud de la Guinée. C'est à cet endroit même que la Croix-Rouge vient d'inaugurer son premier centre de traitement Ebola. Là-bas, au cœur de la forêt, ont été enregistrés les tout premiers foyers de l'épidémie. En attendant, l'heure est aux entraînements. La formation est rude. L'objectif de la formation, c'est de pouvoir apporter suffisamment d'informations pour les volontaires, pour qu'ils soient suffisamment rassurés pour partir sur le terrain, tout en ayant quand même conscience des réels risques qu'ils vont prendre, de façon à ce qu'on puisse les prévenir et que tout le monde puisse travailler en toute sécurité. Toute une mise en scène qui tient compte des précautions à prendre sur le terrain en situation d'épidémie. Un centre de traitement d'Ebola en modèle réduit a été installé au siège de l'organisation. Des zones d'habillage et de déshabillage jusqu'à la morgue, en passant par le tirage des patients. Tout a été reproduit le plus fidèlement possible. Mais il faut aussi compter avec les contraintes climatiques. À l'intérieur de ces accoutrements, il fait une forte température. Avec ça, on peut tout faire, c'est super. On peut aller embrasser les patients, embrasser avec les bras, on peut leur parler, les toucher, les rassurer. Notre ami est psy, donc il va devoir faire beaucoup ça. Et donc s'il ne peut pas toucher ses patients et essayer de les aider comme ça, il n'y arrivera jamais. Donc c'est grâce à ça qu'on peut bosser correctement. Il va falloir s'habituer aux 46 degrés à l'intérieur de la combinaison, au déplacement très réduit, une mobilité qui est très difficile. On voit que comme ça, donc en fait on ne voit pas grand-chose. Donc ça, c'est des choses où ils doivent s'habituer. Cette promotion se constitue des professionnels de la santé au profil très diversifié, médecins, infirmiers, épidémiologistes, pharmaciens, responsables logistiques. Mais la formation est identique pour tous. L'exercice est sensible et ne pardonne pas de faux pas. La mise en scène semble rassurer les volontaires, parfois aussi une peur légitime. Peut-être ça désacralise un peu cette maladie qui est tant médiatisée et qui fait si peur que ça, mais je ne me sens pas plus stressée que dans mon travail habituel. Il faut avoir raisonnablement peur, oui. Si on a peur de rien, de toute façon, on fera une bêtise. Hein. Donc il faut avoir raisonnablement peur. En fait, ce n'est pas l'épidémie qui fait peur, mais il faut être vigilant. Une fois partis mardi et après quelques jours d'immersion, ils prendront le relais de la première équipe envoyée sur place. En attendant, les stagiaires s'entraînent. Parlons toujours d'Ebola, la situation en Sierra Leone préoccupe avec les effets collatéraux enregistrés, recrudescence de grossesse précoce, violences sexuelles, sans oublier les maladies non transmissibles qui sont laissées pour compte. L'Organisation des Nations Unies intensifie ses efforts pour répondre aux conséquences de ce fléau. Dans ce cadre, une conférence de presse a été donnée par le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. En voici un extrait. Le programme des Nations Unies pour le développement a pour tâche de s'assurer que les répercussions, les dommages collatéraux d'Ebola ne laisseront pas la Sierra Leone dans un état plus pauvre et moins développé à la fin de cette crise que par le passé. Ce que nous devons faire maintenant est de suivre les impacts socio-économiques du virus à tous les niveaux de la société dans ce pays et d'anticiper quels vont être les écarts et les besoins des secteurs les plus vulnérables de la société et d'élaborer des stratégies appropriées pour atténuer ces effets et augmenter le niveau de l'aide aux besoins dans certains groupes particulièrement vulnérables. À présent, l'actualité telle que relayée par les journaux et sites d'information, c'est la revue de presse que vous propose la rédaction de Sika. Un premier ministre militaire pour une transition annoncée civile, c'est au Burkina Faso que cela se passe. Quelques journaux et sites d'information se sont intéressés au sujet ce jeudi. Le tandem Kafando-Zida pour la transition placarde la nouvelle tribune. Pour le quotidien béninois d'information,
La nomination de Zida à la primature n'est pas une surprise, puisqu'il était déjà pressenti à ce poste pour sa conduite exemplaire à la tête du pays pendant les heures chaudes qui ont suivi le départ de Blaise Compaoré. À peine nommé, le lieutenant-colonel Zida tente de rassurer, fait lire Jeune Afrique, qui estime que sa désignation semble en effet contraire aux vœux affichés par la communauté internationale qui souhaitait une transition strictement civile. Ce qui permet au journal panafricain de titrer sur la toile que Zida s'impose comme Premier ministre. Le quotidien burkinabé Le Pays, pour sa part, rappelle à travers ses colonnes que rien n'interdit à l'armée d'occuper ce poste conformément à la charte de la transition. L'observateur Palga, en bon observateur, fait constater que l'actuelle configuration de l'exécutif Kafando-Zida n'est pas sans rappeler il y a 32 ans de cela l'attelage Jean-Baptiste Ouédraogo, chef de l'État, et Thomas Sankara, Premier ministre. Le tabloïd rappelle comment le Faso s'est retrouvé en 1983 avec deux hommes ayant chacun son agenda, donnant lieu à des rivalités dont la suite n'est pas un secret. Partant de ce passé, l'observateur Palga tire sur la sonnette d'alarme en appelant à éviter à tout prix le syndrome Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara. Au Sénégal, Abdoulaye Wade n'a pas accepté l'invitation du président Macky Sall d'être à ses côtés à l'ouverture du 15e sommet de la francophonie. L'information est rapportée par Seneweb.com. Le site sénégalais d'information nous apprend que le pape du Sopi a profité de l'invitation à lui adressée par le président Macky Sall pour dire tout le mal qu'il pense de sa méthode. Sénétoile, qui publie la lettre de refus de Maître Abdoulaye Wade, permet de constater que sa réponse négative est surtout motivée par le procès collé à son fils Karim par l'État sénégalais. Pendant ce temps, Afrique.com fait savoir qu'à 10 jours du sommet de la francophonie qui se déroulera au Sénégal, une fronde s'organise contre cet événement international. D'après le tabloïd, le Front contre le sommet de la francophonie, coordonné par Malik Noël Sek, a lancé ce lundi son programme d'action pour l'organisation d'un contre-sommet. Ce front, à en croire Afrique.com, accuse l'Organisation internationale de la francophonie OIF d'être une organisation qui ne sert qu'à asseoir la diplomatie française au niveau international, ce qui, selon lui, n'est pas acceptable. Autre chose qui pourrait être inacceptable, c'est l'élimination du champion d'Afrique en titre au terme de la phase qualificative pour la CAN 2015. Jeune Afrique écrit que le Nigeria, tenant du titre, a été éliminé lors de la dernière journée des qualifications de la compétition au profit du Congo-Brazzaville de Claude Leroy. La République démocratique du Congo, pour sa part, nous apprend le site panafricain à valider son ticket in extremis en terminant meilleur troisième. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Sika.